Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau Soft Tutoriel. Dans le monde des data science et même des sciences en général, il est très souvent utile de faire appel à la représentation graphique. La représentation graphique est un outil indispensable pour communiquer avec d'autres personnes de façon efficace. L'utilisation la plus connue de la représentation graphique est en statistique. On va vous présenter un graphique avec des rectangles plus ou moins gros pour vous montrer quel langage de programmation est le plus populaire, par exemple. La représentation graphique est donc essentielle dans de nombreux domaines. Statistiques, courbes en mathématiques, champs scalaires et vectoriels en physique, et un bon chercheur se doit de pouvoir illustrer graphiquement ses recherches et ses découvertes. Comment alors faire de la représentation graphique en Python ? On va en fait utiliser la librairie Matplotlib. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est une librairie, c'est un concept vraiment essentiel en Python et même en programmation tout court. Donc je vous invite à regarder un tutoriel sur comment installer une librairie. Maintenant, vous n'avez pas besoin de connaissances approfondies pour vous essayer à Matplotlib, il vous faut juste quelques bases en Python. Donc si vous êtes débutant, c'est parfait. À la fin de cette formation gratuite, vous serez en mesure de mieux comprendre le monde des data science, de tracer plusieurs graphiques et courbes simples qui vous faciliteront par la suite la compréhension de projets de représentation de données plus complexes. On pose donc les fondements de la représentation de données avec la découverte de la librairie de data visualization la plus importante en Python, Matplotlib. On propose un cours clair et pédagogique avec des exemples très visuels et faciles à comprendre, ainsi qu'à votre disposition tous les fichiers sources et une belle fiche du cours bien mise en page. Pour tirer un maximum de ce cours gratuit, je vous propose de reproduire tous les exemples que je vous montre en vidéo. Essayez de tout comprendre, faites pause si nécessaire ou rejouez les vidéos en accéléré. Pour participer pleinement et activement apprendre, essayez de modifier le code que je vous propose pour le customiser et éventuellement l'améliorer. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Sur ce, bonne formation à tous. Au niveau des prérequis, vous devez avoir les bases en Python. Donc avoir déjà manipulé des fonctions, les différents types de données, les listes, chaînes de caractères, etc. Et c'est un plus d'avoir déjà importé et utilisé des modules ou librairies. Il faut aussi avoir les librairies Matplotlib et NumPy déjà installées. Si vous ne savez pas comment installer les librairies, je vous recommande de télécharger EduPython, qui est un logiciel qui a déjà Python, Matplotlib et NumPy d'intégrer. C'est parfait pour apprendre sans se prendre la tête sur des soucis techniques. Vous pouvez le télécharger, c'est le premier lien sur Google en tapant EduPython. A noter que nous utilisons Python 3 dans cette formation. Et on commence dès à présent la programmation en créant notre première courbe. Alors à la première ligne, on va importer le module PyPlot de Matplotlib avec le surnom PLT. On écrit ça import matplotlib.pyplot as plt. Alors c'est un surnom d'usage qui est utilisé par tout le monde et que vous retrouverez dans beaucoup de livres et de productions, donc c'est à retenir. C'est une convention en fait. Ensuite, on va essayer de tracer la droite d'équation y égale à 2x, donc quelque chose de simple. Pour ce faire, on va créer deux tableaux. Le premier tableau va contenir les antécédents, donc les x, et le deuxième tableau va contenir les images, donc les y. Donc pour 2x, en prenant comme valeur de x 0, 1, 2, 3, 4, 5, ça donne pour y 0, 2, 4, 6, 8, 10, vu que c'est le double. On écrit ça à l'aide de listes en Python, donc x égale 0, 1, 2, 3, 4, 5, et y égale 0, 2, 4, 6, 8, 10. On continue en affichant la courbe avec la fonction plot. Plot qui veut dire dans ce contexte tracer en français. Comme la fonction plot est contenue dans le module que l'on a renommé PLT, on utilise plt.plot. Cette fonction prend en argument deux choses, un tableau avec les antécédents et un tableau avec les images. Si vous avez bien suivi, ça donne plt.plot
x, y. Maintenant, il faut afficher la courbe. Là, en fait, on a tracé la courbe dans le repère automatique de Matplotlib, et en fait, on pourrait tracer d'autres courbes, par exemple. Il faut bien comprendre que l'action de tracer la courbe dans le repère et l'action d'afficher la courbe à l'écran se font à part. Si vous voulez, vous tracez une courbe, puis vous l'affichez. Là, si on essaye d'exécuter le programme, par exemple, rien ne s'affiche. D'ailleurs, c'est quelque chose de très important à retenir, puisque ça risque souvent de vous arriver de mettre la fameuse fonction qui permet d'afficher la courbe à l'écran. Alors cette fameuse fonction, c'est la fonction plt.show. Donc afficher en français. Hop, maintenant on exécute le programme. Alors ça peut mettre un peu de temps à s'afficher la première fois, le temps que Python charge la librairie, mais les fois d'après c'est plus rapide. Ça y est, on a notre droite d'équation y égale à 2x, et maintenant on a fini le programme. Il y a 3 choses à retenir. La première, c'est comment importer la librairie. À moins de savoir ce que vous faites, vous devez retenir par cœur la ligne à mettre en haut de chaque programme. Cette ligne, c'est import matplotlib.pyplot as plt. La deuxième chose, c'est la fonction plt.plot.xy, où x est un tableau d'antécédents et y un tableau d'images. Cette fonction permet de tracer une courbe, mais sans l'afficher. C'est très important. Ce qui nous amène au troisième et dernier point, c'est la fonction plt.show, qui permet d'afficher toutes les courbes que l'on a déjà tracées. Vous allez souvent l'oublier, surtout au début, donc si votre programme n'affiche rien, il y a de fortes chances que ce soit un plt.show qui vous manque. Bon, maintenant ça y est, on a une belle droite d'équation y égale à 2x. Mais on aimerait bien pouvoir la personnaliser un peu. Là par exemple, par défaut, elle est bleue. Et là vous vous dites, comment on peut faire pour la rendre rouge par exemple? Eh bien on va rajouter un paramètre dans la fonction plot qui sera color, couleur en anglais, et on va lui donner la valeur red. Donc on a plt.plot xy, color égale red. Donc c'est une chaîne de caractères. On exécute. Et là, on a bien notre droite qui est devenue rouge. Peut-être que si vous débutez en Python, vous n'avez jamais vu ce genre de syntaxe où on remplit le paramètre d'une fonction en le nommant directement, donc ici le color égal. En fait, c'est quelque chose qui va beaucoup être utilisé et qui permet d'avoir plein d'options dans une fonction sans avoir à forcément toutes les remplir ou les connaître. Elles ont une valeur par défaut et vous allez choisir celle que vous voulez modifier en donnant expressément leur nom. Alors ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire, ça va devenir naturel après. Voilà, maintenant on peut mettre n'importe quel nom de couleur en anglais, et forcément si on veut être plus précis, il faut utiliser la notation hexadécimale, donc avec un dièse, et 6 chiffres derrière en base 16. Par exemple, pour exactement le même rouge, on peut taper color égale ff 0000. Si on lance, ça donne exactement la même chose. Pour chercher le code d'une couleur en particulier, tapez Color Picker sur Google et vous avez un outil qui vous permet de choisir la couleur que vous voulez et qui vous donnera son code. Donc Color Picker, comme ceci. Prochaine étape, mettre la courbe en pointillé. Toujours pareil, cela se fait avec un paramètre nommé LineStyle. Pointillé se dit dotted en anglais, donc logiquement on a, après ceci, on rajoute une virgule, LineStyle égale, et dotted, donc toujours sous forme d'une chaîne de caractères, on va remettre red ici. Si on exécute, notre droite est bien en pointillé. Et de la même façon, pour changer l'épaisseur de la courbe, on va utiliser le paramètre lineWidth, qui veut littéralement dire épaisseur de la courbe. Donc on rajoute le paramètre lineWidth après les autres, et cette fois-ci on va lui donner par exemple une valeur de 5. On exécute, et là notre droite est plus épaisse quand même. Alors attention ici à ne pas donner
la valeur de line width sous une forme de chaîne de caractères, puisque si on essaye, hein, on va avoir un petit problème. Donc Python va nous sortir une erreur. Donc une erreur de type, puisque on a donné une chaîne de caractères au lieu de donner un nombre. Donc bien faire attention à ça. Ici on doit avoir un nombre et non pas une chaîne de caractères. Ensuite, il faut noter que l'ordre n'a pas d'importance. Sauf pour le X et le Y, attention, qui doivent bien être au début, puisque pour le X et le Y, si vous avez bien remarqué, on ne donne pas expressément le nom du paramètre, comme ici color égal, line style égal, line width égal. On met juste X et Y. Donc pour ces deux-là, on est obligé de les garder dans l'ordre, mais pour les autres, on peut changer l'ordre. Donc on aurait par exemple pu intervertir line style et color, ou mettre line width au début. Je vous laisse essayer, voilà, pour vous rendre compte que vous n'avez pas besoin de retenir un ordre en particulier. Pour line width, le minimum c'est 0, et bien sûr on ne voit pas la courbe, et après, plus c'est gros, mieux ça se voit de loin. Maintenant, on va rajouter un titre en haut du graphique. Cela se fait tout simplement à l'aide de la fonction title, donc plt.title, à laquelle on va donner en argument une chaîne de caractères, le titre qui sera affiché, donc par exemple titre du graphique, et là, si on lance le programme, on a le titre du graphique qui s'affiche tout en haut. Maintenant, pour les amoureux du papier millimétré, on va rajouter un quadrillage derrière la figure. Cela se fait avec la fonction plt.grid. On tape le plt.grid, on lance, on exécute, et on voit bien le quadrillage derrière notre droite. Vous pouvez aussi choisir de ne garder que les lignes horizontales ou les lignes verticales avec le paramètre axis. Et ce paramètre axis, si vous ne voulez garder que les traits verticaux, ajoutez axis égale à x. Et si vous ne voulez garder que les traits horizontaux, ajoutez le paramètre axis égale à y. Alors on essaye d'abord avec les traits verticaux, avec axis égale à x. Donc ici on voit bien qu'on n'a que les traits verticaux. Maintenant, si on met axis égale à y, on n'a que les traits horizontaux. Voilà, alors attention, si vous avez bien compris, les axes sont inversés. Si on veut les traits horizontaux, on choisit l'axe y, et qui est l'axe vertical, et vice versa. De toute façon, si vous n'êtes pas sûr, exécutez le programme, regardez le résultat, et changez si besoin. Voilà, par défaut, la fonction plt.grid trace le quadrillage horizontal et vertical. Ajoutons désormais une légende en bas et à gauche pour donner un nom aux axes. Donc pour l'axe horizontal, on va utiliser plt.xlabel. On va mettre une chaîne de caractères axe des x. Et vous l'avez deviné, pour l'axe vertical, on utilise plt.ylabel avec toujours une chaîne de caractères axe des y. Si on lance le programme, il s'affiche, voilà, l'axe des y qui est écrit, hop, il faut tourner un peu la tête, et l'axe des x en bas. Voilà. Maintenant, vous pouvez personnaliser une courbe, et la question que vous posez sûrement, c'est comment en tracer une autre ? Alors bien sûr, on aimerait faire d'autres courbes un peu plus sophistiquées. Maintenant que vous avez toutes les clés de la personnalisation en main, vous allez pouvoir suivre le reste du tutoriel en essayant de customiser un peu mes exemples pour les rendre plus à votre goût. Donc déjà, on va reprendre le premier exemple et lui ajouter une deuxième courbe, cette fois-ci y égale moins 2x. Il y a différentes façons de faire, mais pour l'instant, on va faire au plus simple et créer un deuxième tableau d'image que l'on va appeler y2. On modifie simplement le tableau y qu'on avait déjà en rajoutant des signes moins devant les nombres. Puis on rajoute une nouvelle ligne, plt.plot, x et y2. On lance et on remarque deux choses.
La première, c'est que le repère s'est redimensionné tout seul pour accueillir entièrement la deuxième droite. On se souvient que le repère tout à l'heure, la limite basse c'était 0, et ensuite la limite haute 10, ça y a pas de souci. Et que là maintenant il va de 10 à moins 10, justement pour accueillir la deuxième droite. Et la deuxième chose, c'est que la deuxième courbe s'est automatiquement tracée d'une autre couleur. Donc là on a toujours notre y égale à 2x en bleu, et notre y égale à moins 2x, la nouvelle courbe est en orange. Alors ça c'est extrêmement pratique, puisque ça veut dire que par défaut, on n'aura pas besoin de demander beaucoup de choses à Matplotlib. Il s'en charge souvent automatiquement. Mais dès que vous avez besoin de faire quelque chose d'un peu plus spécifique, il faudra savoir comment lui demander. Premier exemple, là vous remarquez que le repère a été redimensionné de façon peut-être un peu trop grande. On va essayer de le recadrer pour n'afficher qu'une partie des droites. D'abord en hauteur, on veut se mettre comme limite, allez, en bas moins 5 et en haut 5. Et après, de gauche à droite, on va se mettre une limite, par exemple de moins 2, qui n'est pas affiché ici, jusqu'à 2. Donc d'abord en hauteur, on va faire ça avec la fonction plt.ylim. Donc littéralement pour la limite de l'axe y, les limites. Donc plt.ylim moins 5 à 5, puisque on se rappelle qu'en hauteur, on veut que ça aille de moins 5 jusqu'à 5. Et en largeur, on veut mettre comme limite, on l'a dit, moins 2 et 2, et on va faire ça avec la fonction plt.xlim cette fois-ci. Donc de moins 2 à 2. On exécute. Et voilà, c'est redimensionné. Maintenant, à vous de choisir vos propres limites. Et peut-être que aussi vous commencez à vous demander comment vous pourriez tracer autre chose qu'une droite. En fait, vous avez peut-être même déjà compris comment tracer autre chose qu'une droite, puisque dès la première courbe, vous aviez la méthode en main. Il faut un tableau d'images et un tableau d'antécédents. Si vous avez compris ça, vous avez compris une partie essentielle de Matplotlib pour tracer des graphiques. On va donc reprendre le tout premier exemple de courbe et l'adapter pour voir ce que ça donne. Déjà, pour mieux comprendre le fonctionnement de ces deux tableaux, un tableau d'image et un tableau d'antécédents, on va essayer de tracer une courbe en dents de scie. On va prendre le tableau d'image y égale à 2x, on va remplacer toutes les valeurs soit par 5, soit par moins 5, l'une après l'autre, comme ça. Donc 5 moins 5, 5 moins 5, 5 et moins 5. On lance. Et voilà, on a de belles dents de scie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut bien comprendre que Matplotlib va d'abord tracer tous vos points, puis il va les relier par des droites. Mais du coup, comment faire des courbes dans ces conditions? Eh bien, tout simplement, on va mettre beaucoup plus de points, donc d'antécédents, pour donner l'illusion d'arrondi. En fait, il n'y aura aucun arrondi, voilà, je suis désolé, juste beaucoup de droites minuscules qui donnent l'impression d'arrondi. Alors, pour montrer ça, essayons de tracer la courbe de la fonction cosinus. Si on essayait de la tracer en l'état actuel, on aurait à peu près la même courbe dents de scie qu'on vient de tracer. Or, on veut un joli arrondi. Pour ça, on va mettre, accrochez-vous bien, 1 millier de points. Et là, vous dites, on va coder 1 millier de points à la main? Bien sûr que non, on va automatiser ça. Alors, il y a différentes façons de faire, mais bien sûr, on va introduire la façon data scientist de faire les choses. Pour cela, on va importer une autre librairie, NumPy, de la même façon qu'on a importé la librairie Matplotlib. Donc importe NumPy as np. Donc pareil, on utilise un peu l'abréviation officielle de NumPy qui est np. Et à chaque fois qu'on devra utiliser des fonctions de NumPy, il faudra les préfixer de np. Comme ici on avait plt, donc toutes nos fonctions sont préfixées, le plot, le show, etc. sont préfixés de plt. C'est exactement la même chose. On va donc créer une liste d'antécédents version NumPy.
Alors pour commencer, on va essayer de refaire exactement le même tableau X que celui qu'on avait déjà, mais de façon beaucoup plus rapide et automatisée. Pour cela, on fait appel à la fonction linspace, littéralement espacement linéaire, qui permet d'avoir des tableaux allant d'un nombre à un autre, en spécifiant le nombre de points justement. Dans le concept, ça ressemble beaucoup à un range. Donc là par exemple, notre ancien tableau va de 0 à 5 avec 6 points, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait bien 6 et non pas 5, hein, car il y a un 0, attention, on va compter quand même pour être sûr, un 0, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, attention c'est une source d'erreur qui peut être assez fréquente. Et on crée donc juste en dessous le nouveau tableau pour remplacer l'ancien, donc x égale np.linspace de 0 à 5 avec nos fameux 6 points. Et maintenant, direction la console interactive pour bien comprendre ça. On va copier-coller cette ligne. Et on exécute. Là déjà, ce qu'on remarque, c'est qu'on n'a pas importé NumPy dans la console. Ce qui nous est marqué ici, np n'est pas défini. Donc on importe NumPy dans la console. Puis on retape cette commande. On affiche X. Et là, on voit une espèce de truc autour de notre 0, 1, 2, 3, 4, 5, un peu comme tout à l'heure. Et maintenant, que veut dire un peu cet arrêt, cette écriture, ça peut paraître un peu bizarre au niveau de la syntaxe, en fait c'est un objet arrêt. Et si vous êtes débutant, vous inquiétez pas, c'est très simple. Array veut dire tableau en anglais, c'est un mot important à retenir si vous faites de la programmation. Et en fait, on a le mot array au début qui est le nom de l'objet, et entre parenthèses, on a son contenu. C'est un peu comme si par exemple on écrivait t-shirt au début et entre parenthèses bleu à manches longues. Vous comprendriez tout de suite que c'est un t-shirt bleu à manches longues. Et bien là c'est un objet array, donc un tableau, qui contient 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vous vous demandez aussi peut-être pourquoi il y a des points juste après les chiffres. En fait c'est que par défaut ce sont des nombres à virgule. Et comme il n'y a rien derrière la virgule, au lieu de marquer 0,0, 1,0, etc., NumPy marque juste 0, ou 1, tout en sachant que dans les pays anglophones, la virgule décimale qu'on utilise en France est en réalité un point, mais ça, vous le saviez déjà, car vous avez déjà manipulé des nombres à virgule float en Python qui s'écrivent avec un point. Maintenant, vous avez compris le principe, on définit la borne du début, la borne d'arrêt et le nombre de points qu'il y aura entre les deux. Essayons de changer un petit peu le nombre de points entre les deux dans la console. Si on en met 10, donc x égale np.linspace 0 à 5, avec cette fois-ci 10 points, on regarde. Si on en met 10, voyez bien qu'il y en a 10, et je vous épargne la lecture des nombres décimaux avec plein de chiffres derrière la virgule, l'essentiel c'est que vous sachiez qu'il y en a 10. Et pour le plaisir, allez-y, mettez-en une centaine, et regardez le résultat de vos 100 chiffres créés automatiquement. C'est quand même sacrément pratique, hein. Mais ça ne s'arrête pas là. Et oui, NumPy est encore plus pratique. Il a été pensé pour fonctionner avec d'autres librairies Python. Si vous voulez, les librairies Python Data Science, c'est un écosystème. Elles peuvent toutes fonctionner ensemble et elles se complètent. Si vous en apprenez une, elle vous permettra d'interagir avec d'autres. Un exemple très simple pour que vous compreniez, donc on revient à notre fonction cosinus et on va essayer de faire son tableau d'image. Peut-être que vous utilisez ou que vous avez déjà utilisé le module math de Python, mais il faut savoir que, entre nous, dans les data science, NumPy remplace complètement le module math et toutes ses fonctions. Si vous ne connaissez pas le module math, eh bien c'est un module qui permet d'utiliser toutes les fonctions de base des mathématiques, comme les logarithmes ou justement le cosinus. Et donc, comme vous l'avez compris, le module NumPy contient lui aussi toutes ces fonctions mathématiques, mais dans une version plus puissante encore. Reprenons le x égale np.linspace de 0 à 5 avec 6 points. Donc celui qui fait 0, 1, 2, 3, 4, 5, comme notre tout premier exemple. Hop, on regarde ce que vaut x jusque-là, pas de surprise. Hop, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, on tape np.cos de x. Donc c'est juste cosinus avec np point devant, puisque c'est le cos de NumPy.
Et là, surprise, on a un tableau de 6 points qui sont les cosinus de 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Et si vous n'avez pas compris pourquoi c'était magique, alors revenons un petit peu en arrière avec le module math. On fait import math, puis math.cosx. Vous pensez que ça va marcher? On essaye, et là, on a une erreur. Et oui, ça ne marche pas. Alors, est-ce que la fonction est cassée? Est-ce que notre Python n'est pas à jour? Non, non. On va vérifier quand même que la fonction marche bien, on sait jamais. Hein. Math.cos de 3.14. On a à peu près cos de pi, ce qui vaut à peu près moins 1, donc il n'y a pas de souci. En revanche, ce qui ne marche pas, c'est le fait que x soit un tableau, array de NumPy, ou même un tableau normal en Python, en fait, une liste, puisque le module math ne travaille que sur des nombres et non pas sur des tableaux. NumPy est donc beaucoup plus puissant, car il travaille autant sur des nombres que des tableaux Python, et bien sûr les tableaux array de NumPy, hein, ils fonctionnent avec ses propres trucs. Et les tableaux NumPy sont encore plus puissants. Vous vous souvenez du y égale à 2x? Regardez bien, on reprend le x, et cette fois-ci taper par exemple 2 fois x. Et voilà, en fait, pas besoin de réécrire le tableau en entier. C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin d'une deuxième variable. Et bien sûr, vous pouvez même faire ceci avec des fonctions beaucoup plus compliquées que ça. Allez, pour s'amuser, on va faire 3x au carré plus 5x plus 6 fois cos de 2x plus 7. Donc si on tape 3 fois x au carré plus 5 fois x plus 6 fois cos de 2x, donc np.cos de 2 fois x plus 7, ça fonctionne. Si vous êtes mathématicien, vous avez déjà dû sauter au plafond, car vous venez de rendre automatique l'exécution d'une fonction aussi complexe sur un nombre de points que vous pouvez faire varier d'un intervalle à un autre, ce qui est idéal pour représenter de nombreuses fonctions. C'est extrêmement puissant, puisque ça veut dire que vous n'avez même pas besoin de deux variables pour tracer votre fonction. Ça veut dire que vous pouvez simplement faire plt.plot x 2 fois x. Si on essaye ici, plt.plot x 2 fois x, puis qu'on fait plt.show, et ben on n'a même pas eu besoin de définir notre variable y. Donc il n'y a pas besoin de faire un tableau qui contient le double de chaque antécédent, puisque cela se fait automatiquement grâce à NumPy. Et fort de ces connaissances, on va maintenant essayer de tracer une fonction cosinus propre, c'est-à-dire pas en dents de scie. On va créer un nouveau tableau d'antécédents x2 qui va contenir notre millier de points. On va faire aller notre courbe de 0 à 10, donc x2 égale np.linspace de 0 à 10 avec 1000 points. Ensuite, on fait simplement plt.plot x2 np-cos x2. On va cacher cette autre courbe en la mettant en commentaire. plt.plot x2 np.cos de x2. On lance. Et voilà, vous avez tracé votre premier cosinus. Ça y est, on a déjà absorbé pas mal de concepts entre Matplotlib et NumPy, donc on va récapituler ce qu'on a vu. D'abord, on va voir les erreurs à éviter et ensuite les notions les plus importantes à retenir dans toutes celles qu'on a vues. Déjà, il y a 3 choses à ne pas oublier qui vont être source d'erreurs. Ces 3 erreurs à ne pas commettre, ça va être, premièrement, les tableaux X et Y doivent avoir la même taille quand vous faites plt.plot xy. Sinon, vous allez avoir une erreur. Donc là, par exemple, en console, import matplotlib.pyplot as plt, import numpy as np, x par exemple égale 0, 1, 2, 3, 4, 5, et y égale np.linspace de 0 à 5 avec 1000 points. Et là par exemple, si on essaye de faire plt.plot de x
virgule y. Donc là, on a un tableau x avec 6 données à l'intérieur et un tableau y, un objet array de NumPy, hein, avec 1000 éléments. Donc on se doute bien que Matplotlib va pas trop apprécier. Et effectivement, hein, si on lance, on a un joli message d'erreur, value error, et qui nous dit que x et y doivent avoir les mêmes dimensions, mais qu'ici, on a x qui est de taille 6 et y qui est de taille 1000. Alors si ça avait été en plus des tableaux à plusieurs dimensions, il faut que aussi les dimensions soient égales. Donc voilà, dans cet exemple, on a essayé de représenter 1000 images pour 6 antécédents, donc ça ne va pas. Ensuite, deuxièmement, une erreur bête que vous risquez d'avoir même si vous devenez pro, et c'est souvent faute d'inattention, c'est d'oublier d'importer les deux librairies, Matplotlib et NumPy. Sinon, les fonctions ne marcheront pas. Donc, comme on vient de le faire en console, eh bien, import matplotlib.pyplot as plt et import numpy as np. Il ne faut pas oublier aussi hein, le surnom des librairies, donc la partie après le as, puisque sinon, si vous essayez de taper np. Mais que vous avez juste écrit import numpy, eh bien, les fonctions ne seront pas reconnues non plus, donc voilà, les deux lignes à apprendre par cœur. Et ensuite, troisième erreur, cette fois-ci c'est quelque chose qui concerne uniquement NumPy, donc pas Matplotlib, mais qui risque quand même de vous arriver quand vous programmez en utilisant Matplotlib. Cette erreur, c'est qu'il ne faut pas confondre les tableaux Python, donc les listes, et les tableaux array, qui sont des objets NumPy. Ce problème risque notamment de vous arriver quand vous allez effectuer une opération sur un tableau d'antécédents, donc sur les x. Quand par exemple vous allez appliquer une fonction du type 2 fois x, eh bien il faut que le tableau x soit un tableau NumPy pour pouvoir exécuter la fonction sur tous les antécédents que le tableau contient. Si c'est un tableau Python, donc une liste, le 2 fois x ne marchera pas. Là par exemple on a notre x qui est un tableau Python. Si on fait 2 fois x, eh bien, bon, on n'a pas d'erreur, mais ce n'est clairement pas le comportement attendu, hein, puisque, en fait, on a notre tableau qui a été doublé, c'est-à-dire qu'on a deux fois le même tableau à la suite dans un seul et unique tableau, alors que nous, on cherchait tout simplement à doubler le nombre, chaque nombre contenu dans notre tableau. Alors que, par exemple, si on prend notre y, qui lui contient des nombres de 0 à 5, 1000 nombres entre 0 et 5 espacés uniformément. Si on fait 2 fois y, et bien là on a bien le double et du coup on a des nombres espacés uniformément entre 0 et 10 cette fois-ci. Donc à noter que dans l'autre sens, c'est-à-dire une fonction NumPy comme np.cosx, ou enfin en tout cas np.cos, le cosinus, fonctionnera même si x est une liste normale en Python. Donc on reprend notre exemple x, hein, on va quand même vérifier que ça marche. Donc np.cos de x, et bien là ça fonctionne. Donc ça ne fonctionne que dans un des deux sens. Attention, c'est vraiment important. C'est pour ça qu'il vaut mieux privilégier uniquement les tableaux NumPy afin d'avoir la garantie de ne pas faire d'erreur dans ce genre de situation. Jusqu'ici, on a abordé pas mal de notions. Quelles sont donc les plus importantes? On va revoir tout ça en les reprenant à l'aide d'un code récapitulatif. La première étape pour tout script qui se respecte, c'est d'importer les deux librairies principales nécessaires à l'utilisation de Matplotlib. Le sous-module pyplot de Matplotlib et NumPy. Donc importe matplotlib.pyplot as plt et importe NumPy as np. On les importe bien sûr avec donc leur surnom qu'il ne faudra pas oublier de mettre avant chaque fonction. On crée ensuite un tableau d'antécédents, donc x égale np.linspace, allez, de moins 10 à 10 avec 1000 points. Donc voilà, de moins 10 jusqu'à 10 avec 1000 points, ça fonctionne comme le range, en plus ou moins comme le range, hein, en tout cas le fonctionnement est similaire dans le concept. Ensuite, on va tracer la courbe, par exemple le sinus de x. On fait donc plt.sinus
np.plot x, np.sinus x. Et ensuite, dernière étape, on affiche la courbe qu'on vient de tracer avec plt.show. On lance. Et voilà, on a notre courbe avec 1 millier de points en seulement 5 lignes de code. Vous voulez en rajouter une deuxième? Pas de souci. On rajoute simplement une fonction plt.plot. On va mettre une fonction par exemple du second degré du type ax au carré plus bx plus c, par exemple 0,1 x au carré, 0,1 attention fois x au carré, moins 0,5 fois x, moins 1. Donc, on lance. Et là, on a notre deuxième courbe qui s'affiche, cette fois-ci en orange, à côté de la courbe sinus en bleu. Ensuite, vous voulez personnaliser cette courbe, rien de plus simple, il suffit de renseigner les paramètres voulus. Par exemple, pour la couleur, c'est color, donc si on veut la mettre en vert, on met color égale green, green étant une chaîne de caractères. De même, si vous voulez modifier l'épaisseur ou mettre la courbe en pointillé, etc., c'est ici. Donc, je lance pour qu'on s'aperçoive que la couleur a bien changé. Voilà, effectivement, là, c'est en vert. Et l'important, ce n'est pas vraiment de retenir tous les noms, car avec une simple recherche, vous pourrez les retrouver. L'idée, c'est plutôt de retenir comment faire en général, donc en utilisant un paramètre de fonction. Comme ça, vous assimilez la logique de la librairie, et même de Python à plus grande échelle. Donc cela est bien plus efficace pour votre progression en tant que programmeur. Le deuxième concept important, après les paramètres à renseigner dans les fonctions, ce sont les fonctions qui vont agir sur tout le graphique. Comme par exemple plt.grid pour ajouter un quadrillage ou plt.title pour ajouter un titre. Donc si on fait le plt.grid, on aura un quadrillage derrière, vous vous en souvenez, et plt.title avec le titre du graphique qui s'affichera tout en haut. Donc on lance et voilà, on a notre beau graphique avec son titre, le quadrillage derrière, et bien sûr, voilà, cette catégorie de fonctions permet aussi donc de régler les limites du repère, comme nous l'avons vu il y a quelques vidéos. Voilà, je dirais que retenir ceci sera le plus important pour l'instant, sachant que les deux premières lignes pour importer sont à connaître par cœur. Ensuite, le np.linspace par cœur, le plt.plot par cœur et le plt.show par cœur aussi. Pour le reste, il faut se souvenir plutôt de la structure générale, ce qui s'avérera bien plus utile au final que d'essayer de tout retenir par cœur. Et on s'attaque désormais à un vrai graphique statistique, le diagramme en barre. Alors, à noter que tous les graphiques se font d'une façon à peu près similaire, donc retenez bien la méthode, elle pourra vous servir à tracer d'autres types de graphiques, et si vous avez bien suivi jusque-là pour les courbes, vous devriez sentir une forte similarité. On commence comme d'habitude par importer les deux librairies avec leurs surnoms, Matplotlib et NumPy. Maintenant vous commencez à comprendre, donc j'ai sauté l'étape. Ensuite, on va créer les données. Alors ici, on va tracer un diagramme en barre qui illustre le top 5 des sports pratiqués en France par millions de licenciés. Donc hop, sans plus de suspense, le top 5 des sports qui constituera les titres du diagramme en dessous de chaque barre sont titre égal. Alors, le football, on s'y attendait quand même. Ensuite, le tennis, l'équitation, le judo et le basketball. A noter qu'on utilise ici un tuple, donc on a mis des parenthèses au lieu d'un crochet. C'est à peu près la même chose qu'une liste, sauf qu'on ne peut plus la modifier quand elle a été créée. En fait, on pourrait utiliser une liste avec des crochets, ça fonctionnerait aussi, mais puisqu'il s'agit de données qu'on ne souhaite plus modifier,
une fois que le code a été lancé, cela paraît plus adapté d'utiliser un tuple, donc avec des parenthèses. En tout cas, si ça vous perturbe, vous pouvez laisser décrocher pour que ce soit une liste. Ensuite, on donne l'importance de chaque sport en millions d'adhérents. Donc on va mettre ça dans une liste taille. Donc eFootball 2 millions, le tennis 1,1 million, ensuite 0,70, 0,60 et 0,59. Alors ce sont les vrais chiffres de l'année 2017 pour pimenter un peu. Ensuite, on s'occupe du titre, du graphique, plt.title, ça ne change pas. Les 5 sports les plus pratiqués en France. Et on légende l'axe Y, plt.ylabel, nombre d'adhérents. Oula. Nombre d'adhérents en 2017, 1 million de personnes. Alors il ne faut pas oublier le petit backslash, l'anti-slash pour échapper l'apostrophe, sinon on ne comprend pas. Sinon Python ne comprend pas. Donc après vous pouvez aussi utiliser des guillemets doubles si vous préférez, ça revient au même. Ensuite ça y est, on peut tracer le diagramme avec la fonction plt.bar. Alors ça marche à peu près comme plt.plot. On met plt.bar. Et ensuite il faut donner la liste des titres. Et en deuxième paramètre, il faut donner la liste des tailles. Donc plt.bar, titre et taille. On lance. Alors plt.show bien sûr, bien évidemment. On lance. Et voilà, on a notre beau diagramme en barre. Maintenant, que diriez-vous de personnaliser la couleur de chaque barre? Pour cela, il faut renseigner de la même façon que pour plt.plot le paramètre color avec le code ou le nom d'une couleur. Par exemple, color égale red. N'oubliez pas, pour le code couleur, vous tapez color picker sur Google. Et comme on veut modifier la couleur de chaque barre indépendamment, il nous faut créer une liste Python qui contient le code de chacune des couleurs. On va l'appeler sobrement couleur. Alors très arbitrairement, je vais choisir des couleurs du bleu foncé au rouge, sachant qu'on peut mixer les couleurs hexadécimales et les noms en anglais. Donc on va voir ça dans un exemple. Donc voilà, je vais aussi mettre des guillemets doubles et des guillemets simples pour que vous voyez bien que ça ne change pas spécialement grand chose. Alors dans l'idée, il vaut mieux quand même garder tout le temps les mêmes et rester cohérent. Mais voilà. Si vous préférez les doubles, gardez les doubles. Sinon, utilisez les simples et gardez les simples. Hop. Alors voilà, on sait des couleurs. Vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez. Je vous invite d'ailleurs à personnaliser pour vous familiariser un peu avec ça. Et ensuite, voilà, on renseigne le paramètre color dans le plt.bar. Donc color égale couleur. Oula, color égale couleur. Donc ici, voilà, on a référencé une variable au lieu de, par exemple, que ce soit qu'on mette directement la valeur ici. En fait, on aurait pu la mettre directement ici, mais comme vous voyez que la ligne commence à être longue, la limite de la ligne est à peu près par ici. Si on commence à dépasser cette limite, c'est beaucoup moins lisible. Donc on préfère stocker ça dans une variable. En plus, voilà, c'est plus facile à modifier par la suite vu que les données sont toutes au même endroit. Donc on lance pour vérifier que les couleurs ont bien changé. Et voilà, on a nos jolies couleurs choisies soigneusement. Et par exemple, si on voulait juste laisser la même couleur à toutes les barres, eh bien, on aurait juste pu renseigner une seule couleur, en fait un peu comme pour la fonction plt.plot. Mais voilà, là, en l'occurrence, on peut vouloir modifier la couleur de chacune des barres indépendamment des autres. Donc voilà, on a fait une magnifique œuvre d'art. Et qu'est-ce qu'on pourrait y rajouter? Rien, me diriez-vous, mais pourtant on peut faire encore quelque chose d'assez intéressant. Par exemple, tracer une droite par-dessus le graphique qui représente la moyenne du nombre d'adhérents.
c'est vraiment la cerise sur le gâteau, mais ça permet aussi de comprendre qu'on peut tracer différents types de figures dans le même graphique et qu'il n'y a pas un truc pour les diagrammes, un truc pour les droites, etc. mais que tout est bel et bien mélangé. On va d'abord calculer cette fameuse moyenne avec la fonction intégrée de NumPy, np.min, min qui veut dire méchant ou moyenne, soit moyenne égale np.min de taille, donc la moyenne du nombre d'adhérents en millions. Et ensuite on va créer un tableau d'antécédents x, vous connaissez la chanson maintenant, donc x égale np.linspace de 0, 4, 5. Donc c'est un tableau qui contient 0, 1, 2, 3, 4 et 5, donc 5 éléments. On n'a pas besoin de plus de points car il s'agit d'une droite à coefficient directeur nul, donc de la forme ax plus b, avec a égale à 0 et b égale à la moyenne. Il ne nous reste plus qu'à tracer la moyenne avec plt.plot. Alors je vais mettre ça en dessous du plt.bar pour que ça soit finalement mieux hiérarchisé pour vous. Qu'on ait d'un côté le diagramme en barre et de l'autre la droite. Donc plt.bar, plt.plot de x, 0 fois x plus moyenne, donc la forme ax plus b avec a égale à 0 et b égale à moyenne. Et pour se faire plaisir jusqu'au bout, bien sûr, et revoir les concepts abordés, on met une couleur. Donc par exemple, couleur égale light coral, donc rouge corail. Et allez, on va mettre en petits traits, comme pour les pointillés en fait, mais c'est dashed au lieu de dotted, donc avec le paramètre line style. Donc ça met des petits traits. Et ensuite, allez, on va mettre quand même une épaisseur de trait, donc line width égale A3 par exemple. On est vraiment au bout de la ligne. On lance. Et alors, je vais remettre la color égale à couleur quand même. On lance et mine de rien, ça commence à faire très professionnel tout ça. Et là, vous vous demandez justement comment faire pour aller plus loin, pour atteindre ce niveau professionnel ou en tout cas un meilleur niveau. Pour aller plus loin, je vous propose de vous amuser avec les exemples du cours pour bien clarifier dans votre tête ce qui est important et à retenir par cœur, ou ce qui est moins important et que vous pourrez toujours aller chercher plus tard sur internet. Regardez une deuxième fois le cours, en accéléré par exemple, pour vous remettre en tête les informations principales et les différents exemples. N'oubliez pas de récupérer les fiches du cours au format PDF, avec la belle mise en page, et découvrez la documentation de Matplotlib qui est sur leur site officiel. Ensuite, si vous aviez l'habitude par exemple de représenter des données avec Excel ou Photoshop, faites-le aujourd'hui avec Matplotlib. Enfin, allez consulter d'autres ressources sur internet pour approfondir les métiers de la data et découvrir notamment l'intelligence artificielle. Et évidemment, les livres qui sont souvent plus complets et vont plus loin. Maintenant, une petite liste de ressources intéressantes. On a Open Classroom, Kaggle qui propose des compétitions de data science, DataCamp et DataQuest qui permettent d'apprendre les data science, et enfin, un peu plus original, moins connu, mais peut-être tout autant efficace et plus intéressant si vous êtes débutant, c'est un jeu vidéo nommé Wild True Learn qui en fait se propose de vous apprendre les bases de l'intelligence artificielle via un jeu vidéo, ce qui est très bien documenté, qui propose des liens justement vers d'autres sites et d'autres ressources pour apprendre. Donc ça peut vous aider à bien visualiser en fait quelles sont les notions à apprendre, comment elles s'agencent entre elles et leur hiérarchie. Donc ça peut être vraiment intéressant. Il est disponible sur Steam. Voilà. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur notre site soft-tuto.com pour découvrir d'autres cours sur les data science et obtenir des bonus exclusifs. Merci d'avoir regardé cette formation. N'hésitez pas à nous poser des questions sur le contenu du cours. Si vous avez appris quelque chose et que cela vous a plu,
n'oubliez pas de laisser une évaluation positive. A bientôt chez SoftTuto.